comme d'habitude. Donc, on va revenir aux questions à la fin des trois présentations. Et donc, je passe la parole à mon ami, le professeur Mustapha Al-Hattawi, qui, comme vous le savez, est professeur de cardiologie et il est chef service de cardiologie au CHU de Marrakech. C'est Mustapha, à toi la parole. Merci, cher ami. Voilà, j'essaie de faire le partage de mon écran aussi. Bien, donc, je remercie vivement l'AMCAR pour l'organisation de ce genre de webinaire qui nous permet de sortir un peu de notre confinement et de se retrouver, retrouver un peu la chaleur habituelle à laquelle on est habitué. Je le remercie pour le choix du thème et pas forcément pour me mettre entre deux grandes personnes. Professeur Marc qui vient de faire une présentation bien illustrée, très belle. Et le plus difficile, c'est d'intervenir juste avant professeur Marc Humbert qui, en essayant de préparer cette communication, je me suis heurté à son nom sur toute la littérature. Oui, et donc c'est difficile de parler. Donc je demande son indulgence si je fais, si je passe sur des détails importants. Certainement, il aura l'occasion de les rattraper sur la séance questions-réponses. Voilà, donc, comme l'a bien présenté professeur Marc, on est devant une entité, les hypertensions pulmonaires, qui englobe plusieurs entités pathologiques, aussi bien cardiaques, pulmonaires, des maladies de système, on se retrouve aussi sur des maladies thromboemboliques. Et donc, il était bien sûr question, et de façon tout à fait logique, de les remettre sous forme d'une classification pour mettre un peu les points communs entre les différentes pathologies. Et surtout pour mettre à côté, ce que vous voyez sur la partie gauche, la forme d'hypertension artérielle pulmonaire qui, elle, a un support anapathe un peu particulier que je qualifierais de maladie vasculaire pulmonaire ou endothéliale vasculaire pulmonaire plus précisément, avec un remaniement aussi bien de l'intima, de la média et un remodelage complexe avec des lésions plexiformes, mais qui se retrouvent comme point commun de toutes les causes qui vont aboutir à cette forme d'hypertension artérielle pulmonaire, dite le plus souvent hypertension aussi précapillaire. Donc voilà, ce qui m'a été demandé, c'est un peu tout ça, stratification diagnostique, stratégie diagnostique et stratification pronostique. Je vous rassure que en moins de 20 minutes, ça va être difficile de faire bien sûr le tour, mais je vais essayer de parler que des choses essentielles et notamment à la lumière de la dernière conférence de consensus tenue à Nice en 2018. Et ce serait peut-être l'occasion aussi pour la communauté cardiologique de rappeler que grâce au groupe d'experts qui étaient présents là, bien sûr, qui travaillent maintenant depuis plusieurs années, on dirait depuis les années 70, pour, devant une maladie aussi rare, de préparer un peu toute la littérature riche qu'on a actuellement, de lancer tous les essais thérapeutiques qui sont disponibles maintenant avec plus d'une dizaine de produits ou de médicaments dédiés comme traitement spécifique de l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, c'est grâce à leur travail qu'on a ça. Et aussi, on a bien sûr à notre disposition, euh, de façon aussi unique, hein, des recommandations conjointes, aussi bien de la Société européenne de cardiologie, de la Société européenne de maladies respiratoires, dont la dernière version est en 2015. Donc tout ça, toute cette richesse a été faite certainement grâce à l'effort de tous ces experts. Et bon, donc c'est à la lumière des la dernière conférence de consensus que je vais faire mon topo. Et donc si on commence par la définition, comme l'a dit le professeur Marc, on était à 25 mm de mercure. Vous voyez déjà que le chiffre il est très bas. Il est donc illusoire d'aller le chercher que par l'échocardiographie. Donc forcément, pour une mesure précise, il faut insister sur le cathétérisme cardiaque droit. Et la deuxième remarque que je ferai là, ça montre l'importance de bien faire, bien sûr, ce cathétérisme droit pour avoir, parce que sur un chiffre aussi bas, il va falloir poser un diagnostic aussi lourd. Je rappelle aussi que les chiffres tensionnels normaux de pression pulmonaire ne sont pas très élevés, sont de l'ordre de 14 mm de mercure, et grand maximum, ils peuvent atteindre 20 mm de mercure. Et donc, de là, on peut se poser la question, entre 20 et 25, qu'est-ce qu'on fait de ça? Depuis longtemps, on parlait de zone grise, de hypertension pulmonaire borderline, de pré-hypertension artérielle pulmonaire. Toutes ces appellations n'ont pas été retenues, mais
N'empêche que par un hasard bizarre, en 2018, on propose de redéfinir le seuil vers 20 mm de mercure. Et quand je parle de hasard, parce qu'en 2017, il y a eu, dans la communauté cardiologique, une proposition de redéfinition de l'hypertension artérielle systémique du seuil de 140 vers 130. Donc voilà, 2 années de suite de reclassification. L'HTP d'effort, il n'est pas retenu pour l'instant, même si au bon de la fac, on a eu des définitions là-dessus, mais on ne sait pas trop quoi en faire, donc il n'est pas retenu pour le moment. Alors, quand on parle d'hypertension artérielle pulmonaire, il lui est associé aussi bien la composante précapillaire, avec bien sûr un PAPO pour une pression capillaire plus de 15, et surtout, bien sûr, un niveau de résistance pulmonaire qui doit dépasser 3 unités Wood. Dans ce groupe d'hypertension artérielle pulmonaire, comme l'a bien souligné le professeur Marc, il faut éliminer les autres formes d'hypertension précapillaire, notamment d'origine pulmonaire, thromboembolique ou même cardiaque, parce que des fois, des causes cardiaques peuvent donner une hypertension mixte pré- et post-capillaire. Et donc, si je reprends cette définition, ce n'est pas pour la reprendre en détail, mais pour signaler pour les cardiologues que le plus souvent, l'hypertension qu'on a le plus souvent en face de nous, c'est des formes post-capillaires, mais n'empêche que des fois, on est face à des chiffres de pression pulmonaire disproportionnés par rapport à ce que peut donner la cardiopathie sous-jacente, et ça, c'est le plus souvent rencontré avec les cardiopathies congénitales. Là, le KT peut bien sûr être justifié et il va se baser sur le niveau de résistance mesuré par les résistances ou par le gradient de pression diastolique qui doit dépasser 7 mm de mercure. Je reprends ce schéma simplement pour encore une fois insister sur le fait que, étant donné toutes ces précisions importantes de bien définir l'HTP qui doit être précapillaire, de bien mesurer les résistances, etc., il est bien sûr, ça passe sans le rappeler, que au moment du cathé, il faut utiliser ce qu'il faut, c'est-à-dire utiliser un cathéter à ballonner, bien avoir la courbe de pression aussi pulmonaire que celle capillaire pulmonaire, mesurer en fin d'expiration, en fin de diastole, et autant de critères importants à associer pour bien asseoir le diagnostic. Alors là, je rappelle bien sûr le chemin qui a été parcouru depuis 1973 jusqu'en 2018 sur les différents conférences de consensus pour proposer une redéfinition de la pression artérielle moyenne au chiffre de 20 mm de mercure. Et à cette occasion, je vous renvoie vers un très beau article écrit par le professeur Marc Ambert, ici présent, en 2 pages, mais il est excellent, très facile à lire et qui explique très clairement les tenants et les aboutissants de cette demande de redéfinition. Mais en tout cas, il est devenu clair que 20 mm de mercure, ce n'est pas normal et qu'il faut bien sûr soit suivre ces patients, soit au moins exiger un niveau de résistance élevé pour parler d'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, on est devant une maladie qui est lourde de conséquences malheureusement, et une des raisons, c'est parce que le délai de diagnostic est malheureusement très souvent très important entre le début des symptômes et la prise en charge. Et même dans les grands registres et les meilleurs centres, on voit malheureusement ce délai de au moins 2 ans et plus. Et ceci, bien sûr, grève la survie de ces patients de façon lourde, surtout s'ils sont diagnostiqués à un stade tardif. Quand ils sont diagnostiqués alors qu'ils sont polysymptomatiques, ils ont une survie un petit peu moindre que celle des cardiopathies ischémiques, mais dès qu'on les diagnostique à un stade 3 ou 4, comme l'illustre bien le cas qu'a présenté le professeur Marc, malheureusement, la pronostic est effroyable, elle est même pire que celui de certains cancers connus, d'où l'importance, bien sûr, de rapidement stratifier le risque et de proposer un traitement agressif qui sera largement étalé par le professeur Humbert. Alors voilà, pour la classification, encore une fois, pour les cardiologues, il ne faut pas se perdre un peu dans le schéma. On sait que nous, on se retrouve avec les cardiopathies dans le groupe 2 le plus souvent. Dans le groupe 3, c'est tout ce qui est pathologie pulmonaire et hypoxémiante. On se retrouve aussi bien cardio et pneumo dans le groupe 4 avec les thromboemboliques, qu'ils soient d'origine chlorurique ou non. Et puis, il nous reste les 2 groupes 5 où on va dire de façon très simple, là où on met les pathologies inclassables ou de mécanismes un peu pas très clairs. Et dans le groupe 1, on va mettre tout ce qui est hypertension artérielle pulmonaire, précapillaire certes, mais bien identifié, c'est-à-dire les idiopathiques, les héréditaires, ceux qui sont secondaires à des causes toxiques ou médicamenteuses et
On en a vu des cas post-chimiothérapie, par exemple, donc il ne faut pas les oublier, et les associer notamment aux connectivites, HIV, etc., et aux cardiopathies congénitales. Et pour les cardiologues, vous voyez que les cardiopathies congénitales, on est un peu dans le flou puisqu'on les voit un peu partout. On les groupe dans le groupe 2, on les regroupe dans le groupe 1, dans le groupe 5, etc. Donc, on les retrouve un peu partout. C'est tout à fait normal parce que le groupe des cardiopathies congénitales, c'est un peu particulier. Alors, voilà disons, le tableau que vous allez voir dans les recommandations. Je le rappelle simplement pour dire que il est là pour nous rappeler deux choses. C'est que le groupe 2 et 3 ne relèvent pas en général de traitements spécifiques. Je dis en général, parce que les cardiopathies congénitales, par exemple, on va voir avec leur classification particulière que j'aimerais bien rappeler aux cardiologues, dans laquelle on met un type 1, tous les Eisenmenger, le type 2, les hypertensions pulmonaires avec un shunt significatif, donc a priori relève de chirurgie, et puis le type 3 où on a les hypertensions pulmonaires disproportionnées par rapport à l'importance du shunt, une petite CIV ou CIA, et qui mérite d'être bien sûr investigué sur le plan hémodynamique et surtout cette forme qu'il faut absolument éviter d'opérer. Et puis, il y a une forme à laquelle de plus en plus on doit faire attention, le type 4, les hypertensions pulmonaires qui se développent après une chirurgie réparatrice tout à fait réussie et qui apparaît immédiatement ou plusieurs mois ou plusieurs années après la chirurgie sans aucun lien avec un shunt résiduel, mais qui évolue comme ça pour son propre compte et qui mérite d'être traité aussi bien comme les hypertensions pulmonaires idiopathiques. Alors, juste rappeler comme ça rapidement que les est reconnu comme forme qui relève du traitement spécifique en mono ou en bithérapie. Et que quand on doute sur la possibilité de corriger ou non, il faut bien sûr mesurer les résistances et plus de 4,6 unités Wood, il faut éviter d'opérer. Alors, bien sûr, cette classification proposée en 2015 a eu, bien sûr, encore un affinement, si j'ose dire, parce qu'il était un peu plus complexe, et surtout dans le groupe 1 et dans le groupe 5, auquel on a gardé certaines choses, on a éliminé, comme vous le voyez, barré en rouge, certaines choses, pour retenir finalement, dans la conférence de consensus 2018, une classification qui me paraît, à mon sens, plus simple et plus claire à lire, et qui a été bien exposée par le professeur Marc tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de la rappeler. Alors, pour la démarche diagnostique, je rappelle qu'on va aller rapidement. D'abord par l'échocardiographie pour screener ces patients, et puis une étape d'éliminer les causes 2 et 3, et puis éliminer aussi le groupe 4, les CITEF, par la scintigraphie de ventilation perfusion, avant bien sûr de prendre en charge le malade dans un centre de référence pour faire aussi bien le cathé droit en bonne et due forme, et bien sûr pour stratifier le risque du patient et proposer compléter le bilan étiologique et bien sûr proposer une démarche thérapeutique. Alors bien sûr, je vais prendre quelques minutes pour parler un peu plus de l'écho. L'écho qui va permettre d'estimer les pressions pulmonaires et même certains articles maintenant de plus en plus proposent d'estimer de façon non invasive les résistances pulmonaires. Il y a encore de plus en plus de travaux sur l'intégration de la fonction VD avec les nouvelles technologies de strain, de 3D, etc. On verra dans l'avenir ce que ça va donner, mais c'est toujours utile. Et aussi, probablement même, ça peut aider dans le monitorage de la réponse au traitement, étant donné qu'on ne va pas faire à chaque fois un cathétérisme cardiaque droit pour voir si le résultat est bon ou pas. Les quelques tips et tricks que je veux bien partager avec mes amis cardiologues, c'est par rapport au FI, puisque le diagnostic va être posé essentiellement sur le flux de l'IT. Rappelons qu'il faut bien prendre ce flux d'IT en multipliant les fenêtres, en essayant si le flux n'est pas très bien visible, même d'aller vers les épreuves de contraste avec sérum salé, de jouer sur le réglage des gains, le réglage de l'échelle de grille, de jouer sur les filtres, etc., pour essayer d'avoir une belle enveloppe qui permettra d'estimer correctement le niveau de pression qu'on mesure. Ça, c'est une chose importante. Pour finalement dire que quand le flux d'IT est à moins de 2,9 mètres secondes, a priori, ce n'est pas une hypertension pulmonaire, mais attention, aux situations où on a une IT sévère ou on a une dysfonction VG, ça peut sous-estimer. Et aussi, à l'inverse, quand l'IT est très important, plus de 3 mètres, 0,4, a priori, c'est une forte probabilité d'hypertension pulmonaire, sans bien sûr oublier qu'il faut
jeter un coup d'œil sur la voie de chasse pulmonaire pour éliminer une sténose pulmonaire. Voilà, donc en image, on peut toujours voir, quand on multiplie les incidences, on peut obtenir un bon flux d'IT. Une petite remarque sur le caractère dynamique de l'insuffisance tricuspide. On a tous appris dans les bancs de la fac que, bien sûr, une insuffisance tricuspide, ça augmente en systole, et a fortiori, bien sûr, la surface de l'orifice de régurgitation. Mais nous, ici, on est en train de mesurer une différence de gradient entre une oreillette et un ventricule. Et donc, contrairement au flux de l'IT, le gradient lui-même, il diminue en inspiration. Et donc, la vélocité la plus importante, on va l'obtenir plutôt en expiration. On a tous eu des flux comme ça, avec une petite barbichette, et donc il faut éviter de mesurer, bien sûr, au niveau de la partie en barre comme ça, parce que ça surestime un peu le niveau de pression, et plutôt mesurer au niveau de la courbe de l'IT. Éviter bien sûr de tracer et mettre directement, comme on sait bien le faire, le traceur sur le pic de vélocité de l'IT. Et bien sûr, si on n'arrive pas dans quelques cas à avoir une belle IT, on peut recourir aux épreuves de contraste par sérum salé, ça peut aider. Si tout ça ne marche pas, on peut s'aider par les signes indirects de l'hypertension pulmonaire. Et là, ce qui est recommandé, c'est de prendre un critère de chaque groupe. Groupe A, réservé au ventricule, groupe B, l'artère pulmonaire, groupe C, à tout ce qui est oreille droite, veine cave inférieure, et exiger au moins 2 critères de chaque groupe pour parler de signes indirects d'hypertension pulmonaire qui peuvent compter dans la probabilité de présence ou non d'hypertension pulmonaire, aussi de la quantification de cette probabilité. Est-ce qu'elle est faible, modérée ou élevée? Alors, en image, pour aller vite, on peut bien sûr donc mesurer les diamètres à la base en coupe grand axe. On peut bien sûr voir le septum, est-ce qu'il est aplati ou non, l'indice de sphéricité du ventricule gauche. On peut s'aider bien sûr de flux de l'IP en mesurant le pic protosystolique, de chercher bien sûr le temps d'accélération, chercher s'il y a un notching, mesurer le diamètre de l'artère pulmonaire, mesurer la surface de l'oreillette droite, aller vers le flux, pardon, sur la veine cave inférieure et mesurer s'il y a ou non un collapsus aspiratoire ou pas. Tous ces éléments-là sont à notre disposition pour évaluer les signes indirects de l'hypertension pulmonaire. Je rappelle qu'il y a pas mal d'articles qui proposent plusieurs formules. On verra dans l'avenir laquelle est la plus adéquate pour approcher le niveau de résistance pulmonaire. Ainsi, à la fin, on va déduire une faible probabilité, auquel cas on n'aura pas besoin de reprendre le malade, sauf s'il appartient à un groupe à haut risque d'hypertension pulmonaire, comme les patients qui sont suivis pour sclérodermie ou qui ont déjà dans la famille une forme héréditaire, pour lesquels on suggère une échographie annuelle. Et quand il s'agit d'une probabilité intermédiaire ou élevée, on va aller droit au cathéter droit et à l'évaluation clinique. Et avant de faire ça, bien sûr, on passera par l'élimination du groupe 4 par la réalisation de scintigraphie de ventilation perfusion. Et là, je montre l'importance de s'organiser en groupe de référence d'hypertension pulmonaire, parce que c'est là où on va un peu vérifier tout ça, faire correctement le cathétérisme droit, essayer d'éliminer toutes les causes rares et de classer bien le malade et de commencer une stratégie thérapeutique. Alors, pour le cathéter droit, je ne vais pas m'étaler là-dessus, simplement pour rappeler qu'il va falloir prendre tout, faire des gazométries, bien mesurer le débit cardiaque par toutes les formules disponibles, thermodilution, principe de Fick, etc. Et être capable, bien sûr, de faire des tests de vasodilatation pour certains patients, et notamment au Maroc, il n'y a que le monoxyde d'azote qui est disponible et qui doit être utilisé pour ça. Alors, les groupes de patients auxquels le test de vasoréactivité est recommandé, c'est le groupe 1. Et dans le groupe 1, que les idiopathiques, les résiditaires et les associés à des causes médicamenteuses toxiques. Toutes les autres formes dans le groupe 1, et bien sûr groupe 2, 3, 4 et 5, ne relèvent pas d'un traitement de vaso, donc de réactivité. Donc en l'occurrence, on ne le fera pas pour une sclérodermie. Les critères de positivité sont très bien connus. Et je rappelle que le test à l'oxygène ne fait pas, bien sûr, office d'un test de vasoréactivité. Alors, enfin, pour la stratification de risque, on l'a fait parce que le pronostic est sévère, et notamment quand le stade fonctionnel est élevé. Par contre, quand les patients sont au stade de début, ils ont un meilleur pronostic. Et aussi, on a appris avec le temps que même les autres marqueurs peuvent les aider. Prenez le marqueur de souffrance du ventricule droit.
le BNP, ben, un BNP normal est corrélé avec une meilleure survie. Et on sait avec l'évolution de cette maladie que, comme et de façon parallèle à l'insuffisance cardiaque chronique, c'est une maladie qui reste stable et puis les malades décèdent après avoir passé par un stade de détérioration. Et ce stade de détérioration mérite d'être bien documenté par différents paramètres justement pour pouvoir intervenir à temps et stopper l'évolution ou le parcours de cette maladie. Différents critères ont été proposés, je vous rassure, je ne vais pas les prendre et les énumérer en détail, mais simplement pour vous montrer l'importance d'avoir des échelles de stratification de risque qui regroupent tout ça et pourquoi pas de façon beaucoup plus simple pour qu'ils soient utilisables en pratique courante. Eh ben, ces critères vont être des critères cliniques, des critères d'effort, critères biologiques, critères d'imagerie et critères invasifs qui ont été regroupés sous différentes équations. Je ne vais pas les reprendre tous, mais je vais faire allusion à l'équation de Reville, à l'équation proposée par les guidelines conjointes de l'ESC et de l'ERS, et bien sûr à l'échelle proposée par, ici présent, le professeur Marc Imbert, donc par le registre français, pour finir par celui qui est proposé dans le Nice et qui était parfaitement donc, similaire à celui proposé par le registre français. Alors, vous voyez dans le registre Reville, tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure, ils sont pondérés par des points et ils ont été confirmés sur des études de cohorte et qui montrent qu'ils marchent. Les patients qui ont un score faible, ben, ils survivent de façon pratiquement à 5 ans, pratiquement très importante par ceux qui ont un score élevé. Dans l'ESC-ERS de 2015, on a le tableau qu'a proposé le professeur Marc tout à l'heure et qui est très bien, et qui est très clair et facile, et donc avec un codage couleur qui facilite les choses, mais aussi qui a la particularité de montrer que certains patients peuvent avoir des critères dans le rouge, des critères dans les verts, et ce qui rend un peu difficile leur classification. Mais n'empêche que, comme toute guidelines qui se respecte, ce score a été confirmé dans des grandes cohortes comme la cohorte Compera, la cohorte suisse ESPAR, et qui montre que ces scores-là marchent très bien et qu'on peut les utiliser de façon pratique. Et surtout, ce qui sort et qui a un impact thérapeutique, c'est que le plus important, c'est que les patients soient dans le risque faible ou ramenés vers le risque faible et maintenus dans le risque faible. Ceux-là survivent de façon importante par rapport aux patients qui restent dans le risque intermédiaire ou élevé. De là était bien sûr la recommandation de tout faire pour viser à ramener les patients vers le risque faible et de les maintenir dans ce niveau-là avec tous les moyens possibles. Et bien, avec ça, on a eu le registre français avec une simplification extraordinaire de tous ces critères simples, stade fonctionnel, test de marche et BNP, largement suffisants pour stratifier les patients. Et ça a été confirmé dans le registre Compera et dans le registre français. Et de là, et de façon, je pense quand même, qui était inspirée de là, la recommandation du groupe de travail en 2018 à Nice a proposé, voilà, en 4 catégories A, B, C, D, les mêmes critères qu'on a vus pendant le registre français. Et cette fois-ci, en répondant à une problématique sérieuse, c'est que à la fin, on va exiger d'avoir 3 critères de risque faible et aucun critère de risque en rouge, par exemple, pour parler de patients à faible risque. Et si le patient a 2 critères élevés, eh bien, il est dans le rouge, même s'il a d'autres critères intermédiaires ou là, le tableau qu'a proposé le professeur Marc tout à l'heure, je le rappelle simplement pour dire que le CAT ne va pas être fait tout le temps, mais il va être fait pour le moment 6 mois, 12 mois, et quand il y a des modifications thérapeutiques ou des modifications dans le suivi de la maladie, sinon le suivi va être fait par ces critères cliniques. Ainsi, avec tout ce parcours, je rappelle qu'il y a eu une proposition de reclassification vers, redéfinition vers le C20, simplification de la classification diagnostique, pas trop de modifications dans la démarche diagnostique et surtout, on insiste sur l'évaluation de risque, élément majeur dans la prise en charge thérapeutique, qui va être très bien dévoilé et développé par le professeur Marc Imbert dans la suite. Je vous remercie, je vous passe la parole. Professeur Saïd Charibi. Merci beaucoup, Mustapha, pour cette très belle présentation sur les méthodes diagnostiques et pronostiques de l'hypertension artérielle. Et donc, comme on l'a dit, on va regrouper les questions-réponses à la fin. Et donc, je